Bonjour à toi et bienvenue sur Parlons Voyage. Aujourd'hui, on va parler d'un point qui concerne tout le monde qui est intéressé par les thématiques du voyage. Tout le monde qui est intéressé par les thématiques du voyage va un jour demander un visa. Et quand tu fais une demande de visa, c'est soit on accorde le visa, soit on va te le refuser. Alors, il y a ce buzz, du moins cette polémique, bien ce fait d'actualité qui vient du Maghreb, où pas mal de personnes et d'associations sont montées au créneau pour exiger des ambassades étrangères qu'elles restituent les frais de dossier de visa lorsque un visa est refusé. Et donc, je vais plus ou moins m'appesantir sur ce point-là ce matin parce que c'est quand même un point que je trouve assez intéressant et important pour les gens qui regardent notre chaîne. Donc, et si tu me découvres la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis à Conan en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Si tu as besoin d'accompagnement pour ta procédure de visa, étudiant, travail, formation professionnelle, au pair, volontariat, même visa tourisme en France, en Allemagne, au Luxembourg, au Canada, en Russie, n'hésite pas à nous contacter et nous mettrons à ton service nos différents experts pour que tu puisses pour que tu puisses arriver dans le pays vers lequel tu souhaites émigrer, peut-être d'ici 2023. Donc installe-toi, regarde la vidéo jusqu'à la fin et si tu as des questions, si tu as plus ou moins ton point de vue, n'hésite pas à nous laisser un commentaire. Alors la question elle est simple. Les ambassades doivent-elles rembourser les frais de dossier de visa? Le syndicat des consommateurs marocains estime que lorsqu'on est client et que on décide d'acheter un service ou un produit et qu'on paye pour ce service-là, si on ne reçoit pas le service payé, si on ne reçoit pas le produit pour lequel on a décidé de débourser de l'argent et que la décision de ne pas recevoir le produit ou le service ne vient pas de nous, alors le vendeur doit nous rembourser notre argent parce que nous n'avons pas eu le produit ou le service que nous voulions acheter. C'est ce que le syndicat des consommateurs marocains dit. C'est-à-dire, et c'est un angle juridiquement, c'est quand même assez intéressant ce point de vue-là. Et donc, du coup, s'il faut faire la parallèle, parce que actuellement, des centaines, voire des milliers d'enfants, de personnes sont dans les procédures de visa. Notamment, je pense à tous ceux qui sont dans les procédures de visa étudiants à gauche, à droite. Et on se rend justement compte qu'une bonne partie de ces gens-là n'auront pas de visa. Et une bonne partie de ces gens-là n'auront pas de visa. Et quand on regarde plus ou moins les dépenses qui ont déjà été effectuées, c'est-à-dire, c'est vrai, ici, l'association des consommateurs marocains parle exclusivement des frais de demande, des frais de dossier de visa. Les frais de dossier de visa représentent peut-être 10% de ce que les gens auront déjà dépensé juste pour arriver jusque-là. Parce que, dis-toi bien que si on a par exemple un enfant qui veut aller étudier en Belgique et qui a envoyé 10 candidatures, je ne sais pas, à l'Université catholique de Louvain par exemple, c'est 1 000 €. Il aura dépensé 1 000 € en candidature. Et si par exemple il s'agit des candidatures en cycle bachelier, il aura dépensé minimum en tout 300 € pour la procédure d'équivalence. 300 € pour la procédure d'équivalence, 1 000 € pour 5 candidatures, nous sommes déjà à 1 300 €. Maintenant, par la suite, il faut parfois soit créer un compte bloqué et dans la plupart des cas, avoir une prise en charge. Si tu n'as pas de famille en Belgique, si tu n'as pas de connaissances en Belgique, alors il faudrait que tu trouves quelqu'un qui accepte de te signer cela. Et pour cet accord-là, c'est entre 1 000 et 1 500 €. Disons même que tu es tombé sur une bonne personne qui a décidé de te vendre ça à 1 200 €. Tu es déjà à 1 300 plus 1 500, on est déjà à 2 500 € des dépenses que tu auras déjà effectuées. Imagine maintenant que tu arrives au niveau de l'ambassade. Pour arriver au niveau de l'ambassade, il te faudra par exemple un logement ou un ci ou un ça. Tu n'arrives pas à trouver un logement
universitaire, donc tu pars dans le privé, et dans le privé, on t'exige par exemple au moins une caution. On t'exige une caution qui peut, par exemple, s'élever à 500 euros. J'ai déjà 3 000 euros de dépenses. 2 millions de francs, c'est pas. 3 000 euros de dépenses pour arriver. Maintenant, pour passer ton entretien à l'IABEL, il va te falloir ensuite déposer, je crois, c'est 95 000. Ensuite, maintenant, il y a des documents que tu devras certifier au MINREX, que tu devras certifier à l'ambassade, à TLS, à gauche, à droite. Et tout ça, ce sera de l'argent. Donc, au final, quand tu arrives, lorsqu'on te refuse le visa, c'est que tu as déjà dépensé pratiquement 3 000 euros. 3 000 euros de dépenses. Et ensuite, on part te refuser le visa. C'est-à-dire, quand on est à 3 000 euros de dépenses, environ 2 millions de francs CFA, peut-être voire 4 000 euros de dépenses, plus de 2,5 millions de francs CFA, même si on demande à l'ambassade de nous rembourser, l'ambassade va nous rembourser quoi exactement? Est-ce que l'ambassade va nous rembourser tous les frais, toutes les dépenses engrangées jusqu'ici? Est-ce que... Je me pose juste des questions, hein. Alors, pour se dédouaner juridiquement, les ambassades ont décidé de faire de la sous-traitance. Dans les procédures de visa, c'est un phénomène de plus en plus à la mode et il y a de plus en plus de sociétés qui ont trouvé des opportunités de business dans ces histoires de visa et puis qui gèrent cela. Maintenant, les questions se posent à deux niveaux. Première des choses, c'est que lorsque on décide de prendre une société extérieure pour s'occuper des visas, des frais des procédures de visa, c'est les frais. C'est-à-dire, première des choses, c'est que ça augmente les frais de dossier parce qu'il y a des frais en plus que vous devrez payer à cette société-là, alors qu'en fait, ce n'est pas vous l'employeur de cette société. C'est-à-dire, vous n'êtes pas l'employeur de la société, mais c'est vous qui supportez les charges de la société qui sert de couverture, si je peux dire ça comme ça, à l'ambassade pour que l'ambassade ne soit pas plus ou moins juridiquement attaquable. Maintenant, cela pose aussi un autre problème, c'est que lorsque on prend des données aussi sensibles, les diplômes, les données personnelles, c'est-à-dire les adresses, c'est-à-dire ton adresse personnelle, par exemple, quand tu vas arriver en Belgique, ou ton adresse personnelle quand tu es encore dans ton pays d'origine, on remet ça entre les mains d'une société extérieure avec laquelle on n'a théoriquement aucune affiliation, avec laquelle on n'a théoriquement aucun lien. Cela pose aussi un problème de la protection de données. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait exactement ce que cette société-là va faire des données qu'elle récolte? Ces données-là, elles sont traitées comment? Elles sont supprimées comment? Elles sont gérées comment? Elles sont protégées par quelle loi? Est-ce que c'est la loi du pays est-ce que c'est la loi du pays du demandeur de visa? Est-ce que c'est la loi du pays du pays qui est plus ou moins l'employeur de cette société-là? C'est-à-dire l'ambassade, dans le cas par exemple pour la Belgique et le Luxembourg par exemple, il y a cette société, il y a TLS par exemple qui s'en charge. C'est-à-dire lorsque TLS opère au Cameroun, est-ce que c'est sous la loi camerounaise ou alors est-ce que c'est sous la loi belge ou luxembourgeoise? Donc il y a par exemple cette question-là. Maintenant, si jamais il y a un problème avec TLS, qui est-ce qu'on doit attaquer? C'est-à-dire on peut attaquer TLS à partir d'où? À partir du Cameroun, à partir de la Belgique? C'est-à-dire il y a toutes ces questions-là qui vont se poser. Et lorsqu'on sait à quel point les données traitées par ces différentes sociétés-là, les données qui rentrent dans les procédures des visas sont assez sensibles. Je crois qu'il est plus qu'important de s'asseoir et de se poser les questions sur l'opportunité même, c'est-à-dire sur pourquoi, comment est-ce que je peux dire? C'est-à-dire sur la pertinence. Et là encore, donc sur mon prochain point, par exemple, je vais essayer d'évoquer quelles sont les pistes de solutions par rapport à cela. Et vous verrez que justement que, quel que soit X, nous, en tant que consommateurs, nous, en tant que demandeurs de visa, nous ne sommes pas protégés. Pour ma part, la solution à ce problème, c'est que si on veut que les ambassades étrangères et tout ce qui va avec
arrête plus ou moins de nous manquer du respect, il va falloir qu'on se pose d'autres questions, qu'on construise nous-mêmes nos universités, qu'on construise nous-mêmes notre tissu économique, qu'on mette nous-mêmes sur pied nos propres entreprises, qu'on crée nous-mêmes nos propres entreprises et qu'on crée le maximum d'opportunités possibles pour nos propres gens. Vous allez me dire que c'est utopique, vous allez me dire que ce n'est pas la solution à court terme, c'est vrai, mais pour moi, c'est la seule solution. Quel que soit X, les ambassades ne vont pas rembourser les frais de demande de visa. Ça, déjà, je peux vous le garantir, quel que soit X, peu importe ce que vous faites, les ambassades ne vont pas rembourser les frais de demande de visa parce qu'aucun pays au monde ne le fait. Aucun pays au monde ne le fait. Donc, les ambassades ne vont pas rembourser les frais de demande de visa en Afrique. Et la solution, elle est ailleurs. La solution, elle est ailleurs. La solution, elle est dans notre paradigme en tant que société. Qu'est-ce que nous voulons pour nous-mêmes? Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Qu'est-ce que nous voulons pour notre société? Où est-ce que nous voulons être demain? Où est-ce que nous nous voyons dans 5, dans 10, dans 20, dans 50 ans? Seulement, bon, dans nos pays, on ne se pose pas encore ces questions-là. Ce sont des questions qui ne sont pas encore d'actualité parce que nous aussi, nous avons des systèmes, nous avons des gouvernants et des gouvernements qui ne sont pas véritablement tournés à notre service. Et donc, du coup, on peut plus ou moins se dire qu'à l'échelle du système, tout ça est aussi bien pensé. C'est-à-dire, on s'arrange, je ne dis pas que c'est ce qui se passe, mais on s'arrange à ce que nous soyons le plus médiocre possible. Nous ayons l'offre d'enseignement le plus médiocre possible, de telle sorte qu'on provoque le flux, la fuite des cerveaux, si je peux dire ça comme ça. Et les ambassades étrangères, elles se rassurent donc qu'elles vont sélectionner, du moins sur leurs critères, selon leur bien vouloir, selon leur seule volonté, selon la base du moins, c'est eux qui vont dicter plus ou moins la danse. C'est eux qui vont dicter plus ou moins la danse. Alors que si nous avions nos propres universités, si nous avions nos entreprises, si nous avions nos institutions, c'est-à-dire les questions comme celle-ci, comme celle qui constitue l'objet de ma vidéo aujourd'hui, seraient juste des questions entre parenthèses. Ce ne serait même pas un débat parce que si tu ne peux pas aller étudier en France, si tu ne peux pas aller étudier en Belgique ou en Allemagne, tu peux étudier localement. C'est-à-dire, c'est par exemple les cas, si on regarde par exemple juste les Asiatiques, si on regarde plus ou moins leur offre universitaire, ils n'ont rien à envier. Ils n'ont rien à envier, c'est-à-dire étudier à l'étranger est peut-être un luxe, mais c'est pas une nécessité, c'est pas un impératif pour réussir dans la vie. Alors que chez nous, sortir du pays, aller à l'étranger, c'est déjà quand même un pas vers une sorte de réussite sociale. Je ne dis pas que c'est la garantie, mais c'est quand même un pas vers la réussite sociale. Et donc, tout ça justement parce que sur place, on n'a pas créé assez d'opportunités pour tout le monde. Et malheureusement, nous avons une population extrêmement jeune et chaque année encore un peu plus, il y a au moins 300 000 nouveaux bacheliers dans un pays comme le Cameroun par rapport à l'année d'avant. Donc, qu'est-ce que nous avons planifié pour ces enfants-là? Où est-ce qu'ils vont travailler? Parce que depuis que moi j'ai eu le bac en 2013 jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que rien n'a changé. Et par contre, le nombre de bacheliers a certainement doublé par rapport à il y a cela 9 ans, en 2013, quand moi j'ai eu le baccalauréat. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire pour mon petit frère qui a eu le bac cette année, qu'est-ce qu'on a prévu pour lui? C'est-à-dire, je ne vois aucune différence entre ce par quoi je suis passé et ce par quoi il devra passer. Et vu qu'à mon époque, il y avait nettement, statistiquement, moins de candidats qu'actuellement, ça veut dire qu'il y aura encore moins d'opportunités pour lui que pour moi il y a cela 9 ans. Alors,